et bienvenue dans le podcast où on met nos langues dans ton oreille. Et on va parler évidemment bouquins, littérature, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui Isabelle, de quoi allons-nous parler ? Eh bien nous allons parler des conditions de lecture, que ce soit de la part des lecteurs ou des personnages en position de lecteur. En tout cas, moi je l'avais perçu comme ça, mais... Ah bah on verra, voilà. On verra ce qu'on en a fait. Donc, qu'est-ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois Isabelle ? Alors d'intéressant, rien. En revanche, je suis sévère, j'ai relu quelque chose que j'avais laissé tomber quelque temps. J'ai lu le livre de ma mère d'Albert Cohen. Okay. On m'avait beaucoup vendu il y a très très longtemps Belle du Seigneur. Ouais. Donc, mais je pense que c'est une lecture au sortir du lycée qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Ouais. Et j'ai des amis qui me l'ont donné à ce moment-là en me disant Belle du Seigneur, il faut que tu le lises. Et j'ai toujours repoussé cette lecture, donc je me suis dit tiens, tant qu'à faire, le livre de ma mère ça a l'air plus rapide à lire, ça me faisait plus envie. Oui, parce que Belle du Seigneur c'est quand même c'est un pavé. C'est vraiment un pavé. Et quand j'ai vu le livre de ma mère, le titre me plaisait bien, c'est quelque chose, le rapport à la mer j'aime bien, de voir ce qu'on peut en faire. Et j'ai été pour l'instant j'ai pas, comme je te dis, j'avais cessé ma lecture pendant un moment parce que ça m'est un peu tombé des mains. Ouais. Et là en le reprenant, je sais pourquoi, il y a quelque chose de... Enfin, je pourrais en parler mieux quand je l'aurai fini, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. C'est j'ai pas assez profité de ma mère quand elle était vivante, maintenant qu'elle est morte, je le regrette, et pourtant, c'était ma mère, elle était belle, elle était bien. Ouais. Et moi, je fais le rapprochement avec Gary, forcément. Ouais. Et je me dis, quand on passe après... dans ma lecture, puisque temporelle... je mords la chronologie, mais passer dans mon esprit à moi... d'un hommage à la mer tout en humour, en foutage de gueule, parce que le portrait de la mer chez Gary, il est plein d'amour, mais il a ce second degré, il a cette mise en scène qui me fait rire et qui rend le récit super chouette. Alors que Cohen, c'est vraiment... il va nous décrire les vêtements que portait sa mère, les fois où il a été méchant avec elle, et voilà, ça me touche moins. Ouais. Donc je sais pas si c'était la chose la plus intéressante que j'ai lue, mais je l'ai lu. C'est comme ça. Ouais. Et si quand même, je peux le noter, parce que il y a un moment assez étonnant pour Albert Cohen, qui a une écriture, c'est une écriture assez désuète, je trouve, dans le ton, et il s'énerve, je ne sais plus à cause de quoi, mais il y a un moment où il met « et ta sœur ». Wow. Vraiment point d'interrogation au milieu, et je crois que c'est « et ta sœur, est-ce qu'elle est sensuelle ? Et ta sœur, est-ce qu'elle est sensuelle ?» D'accord. Et tu t'y attends pas. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, ça avait pas la même violence avec laquelle on peut la ressentir. Ouais. Mais moi, tout de suite, j'ai pris en photo, j'ai envoyé à tous mes potes « et ta sœur, est-ce qu'elle est sensuelle ?» J'avoue. Et toi, t'as lu d'autres choses plus convaincantes. En fait, c'est marrant parce que j'allais dire que moi, j'ai l'anti-Albert Cohen dans le rapport à la mer, parce que je me suis remis à lire... Enfance de Sarraute, et que je te conseille du coup, surtout si c'est marrant, on est dans une thématique très de rapport à la mer. Là j'en suis qu'au début, mais c'est vraiment axé sur la mer, et c'est un rapport très très complexe en fait, parce que c'est tu verras quand tu le liras, mais c'est une mer un peu absente. Et en même temps, du coup, dans les premières pages, dans les premiers chapitres, elle se rappelle les moments où elle est là, donc quand elle est encore très jeune, et c'est pas du tout dans le mode de ce qu'a l'air d'être Albert Cohen, quoi. Ouais. D'accord. Et ouais, Sarraute, longtemps j'ai détesté. Je croyais détester parce que j'en avais jamais lu, sauf les premières pages de Enfance. Et en fait, il y a tout un dispositif où elle se parle à elle-même ou à un double. Et je m'étais déjà rappelé ça quand j'avais dû le lire, donc il y a quelques années, parce que c'était au programme d'une agrég que je n'ai jamais passé cette année-là. Mais du coup, j'avais quand même les bouquins. Et donc, je l'avais lu, et je me suis rendu compte que ce rapport très artificiel, très faux, en fait, à cette double parole, se transforme au cours du livre. Mais au début, c'est vraiment c'est mise en scène de la parole, genre... tu penses pas quand même que non, et j'y crois pas, absolument pas. Et ça me fait, à chaque fois que j'ouvre ce bouquin, je me dis, oh non, mais c'est nul et tout. Et j'y reconnaissais, je la prenais en grippe, parce que pour moi, c'était un peu celle qui comme c'était la première dans le terme de la chronologie, ça permettait un peu tout ce que j'aimais pas dans la littérature contemporaine, telle que j'en avais conscience à l'époque,
qui était d'un truc très à la fois très très artificiel, très cliché et à la fois donc du coup très composé puisque cliché mais qui se voulait très naturel. Et du coup j'avais cru que Sarraute c'était de sa faute en fait si tout le monde écrivait comme ça maintenant. Et en fait c'est très très bien. Là ça fait 50 pages et j'ai complètement oublié quand je le lis, j'ai vraiment devant moi quelqu'un qui parle quoi, une voix donc c'est cool. Mais elle maintient ce dialogue. Elle maintient le dialogue, mais le double devient beaucoup moins artificiel. Ça fait vraiment, je pense que c'est peut-être une question d'accoutumance, de s'habituer à cette parole. Et au début, ça fait vraiment bizarre de voir quelqu'un qui très sérieusement se met à parler avec elle-même. Mais au bout d'un moment, ça devient naturel justement. C'est plus une ostentation, c'est vraiment une parole double, quoi. C'est marrant parce que moi là ce que tu me dis, j'ai pas relu vraiment le livre, mais je lisais un vieux magazine sur des textes, et il y avait des scènes de fugue et il reprenait Pérec que j'aime beaucoup, et il y a un moment je pense pas que c'est peut-être dans W, mais je suis pas sûre, où il alterne dans le récit autobiographique des moments dont il est en fait il détache la narration et l'énonciation en mettant vraiment le personnage enfant qui est lui à la troisième personne. Donc il y a vraiment ce côté je suis parti et il a mangé un sandwich et tout est mis en doute sur il met vraiment à distance ce qui lui est arrivé en mettant un il dès qu'il est il se regarde de l'extérieur, donc il met un il. Et c'est encore un jeu sur les deux personnalités, mais qui est pas mis sous forme de dialogue, qui est vraiment mis sous la forme je vous raconte l'histoire d'un personnage qui aurait pu être moi, mais je suis même plus sûre que ça se soit passé comme ça. C'est un dispositif intéressant. Après, moi j'ai toujours du mal quand on commence à faire des artifices un peu trop malins ou un peu trop élaborés. Je dis non, mais c'est pas pour ça que je lis en fait. Moi je veux quelqu'un qui me parle avec toutes les ressources et du coup il s'agit de faire entendre la voix. Un jour on fera un épisode sur l'oralité et comme quoi ça n'égale pas le fait de parler à voix haute, mais et du coup dès qu'il y a un peu de la construction, ça pour moi c'est suspect, tu vois, un peu. Moi j'aime bien les gadgets. Oui, bah oui. Justement, moi je vais aller vers là. Moi j'aime bien voir comment à ce moment-là il s'est dit, et là je vais mettre un petit géranium, tu vois. Mais après ça préjuge en rien. Le fait que ça c'est un préjugé que j'ai, mais ça veut pas dire que après je vais pas apprécier. Comme par exemple Sarraute, c'est juste cette impression au début, ça me tombe vraiment des mains. Je me dis mais c'est nul. Et en fait, au bout de 3 pages, ça a pris, quoi. Bon. Mais voilà ce que j'ai lu depuis la dernière. Ça, tu le vends bien. Mais allez. Donc les conditions de lecture, j'ai presque envie de rajouter les conditions matérielles. On pourrait dire comment est-ce qu'on ritualise l'acte de lire, un truc comme ça. De quoi est-ce qu'on s'entoure pour rendre le moment où on lit spécial, plus ou moins spécial. Ah c'est marrant, je l'avais pas forcément lu comme ça, comme toi. Même si moi je suis tout à fait avec ça. Moi j'ai un côté rituel quand je lis. J'ai monté mes lumières tamisées. Enfin, il y a vraiment tout un cérémonial parce que je suis quelqu'un d'assez rituel. Donc ça me plaisait d'entourer la lecture de ce côté-là. Mais moi j'ai même été sur le côté comment on accède au livre, pourquoi on accède au livre. D'accord. Et moi c'était aussi tout ce qui entoure la lecture. Ce côté où on rappelle que quand on lit un livre, on se souvient pas seulement du texte, mais aussi du moment où on l'a lu. Oui. Et ça peut faire écho à ce que je disais à propos de ma lecture de Cohen, qui a suivi d'1 an ma lecture de Gary. Voilà, ma lecture de Cohen a été différente parce que je l'ai lu après Gary. Ouais, bien sûr. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait dans les conditions de lecture, c'était tout ce qui est extérieur au texte et qui va quand même avoir une influence sur la manière dont on perçoit un texte. Ah ouais, c'est intéressant. Et puis comme ça, en fait, nos lectures se croisent, nos regards sur le thème se croisent.
Donc moi, en fait, la façon dont j'ai pris le thème, ça se centralise autour de 2 notions, qui sont le confort et la concentration, et qui peuvent être des vecteurs l'un de l'autre, qui peuvent être vraiment ensemble, ou qui peuvent être opposés, selon ce qu'on appelle confort, ce qu'on met dans l'acte de lire, etc., etc. D'accord. Et toi, t'as vraiment cet accès au livre où tu te mets en condition de lire? Bah, c'est pas forcément quelque chose de conscient. C'est vrai que là, pour expliquer un peu la façon dont je l'avais pris, j'ai carrément parlé de rituel tout de suite et tout, alors que c'est quelque chose qui est arrivé à la fin de mes réflexions. Au début, la question, c'est simplement comment est-ce qu'on lit ? Comment est-ce qu'on se met pour lire, voilà. Et on a des exemples tout autour de nous de gens qui lisent dans des conditions très différentes. En fait, moi, tous les jours, je vois des gens qui lisent debout dans le métro, dans le RER, etc. Et je me dis, c'est fou, quoi. Mais moi, je le fais aussi. Hein. Ah, mais ça m'arrive aussi, mais pas debout. Ah ouais. Moi, quand j'étais ado, j'étais capable d'aller au lycée à pied avec le bouquin dans la main, et en marchant, je continuais ma lecture. Bon, je le fais plus. Ouais. Alors c'est marrant ça, parce que je voulais en parler justement. Je disais, c'est l'extension des gens qui lisent debout dans le métro. C'est que, oui, il y a des gens qui lisent en marchant. Ça, je trouve ça incroyable. Et je l'ai fait un peu aussi quand j'étais au lycée, mais c'était vraiment parce que t'es pris dans le truc et tu veux passer le moindre moment disponible à le lire, où tu veux pas finir la page, etc. À avancer. Mais en même temps, pour moi, justement, la concentration, elle est complètement détruite par le fait qu'il y ait enfin moi, voilà. Alors par exemple, moi j'ai pas le permis. Enfin, le fait de me déplacer, ça me demande beaucoup d'attention en fait. Et je peux pas diviser. C'est peut-être aussi des questions de cerveau, mais du coup, c'est toujours un peu l'expérience de lecture est un peu gâchée. Si je dois faire 50 trucs en même temps, et notamment faire attention à pas me faire renverser. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un truc d'ado. Tu te plonges dans certains bouquins et tu veux plus les quitter, et comme de toute façon t'as pas certaines contraintes, on y revient, t'as pas certaines contraintes de gérer ta maison, gérer ton boulot, et tu peux te dire qu'aujourd'hui tu te consacres à cette histoire parce que tu veux voir le bout, et donc oui, tu vas la lire en marchant, tu vas la lire en mangeant, tu vas pas éteindre ta lumière le soir, et tout ça va participer à ton expérience de lecture. Moi, je pense que les livres que j'ai trimballés comme ça, ils m'ont laissé... Je l'ai fait parce qu'ils me plaisaient. Oui. Mais maintenant, je me rappellerai peut-être pas ce qu'ils racontaient, mais je me rappelle que j'ai fait ça pour les lire. Donc je me dis, ça devait être bien. Enfin, il y a une boucle, en fait, sur la qualité du livre et la qualité de l'expérience dans laquelle je me suis mise pour le lire. Ouais. Moi, il y a un livre qui, pour moi, comme ça, est lié à quelque chose d'autre que ce que j'y ai lu. C'est le premier roman de Kundera que j'ai lu. Et ensuite, en 2 ans, j'avais lu tous ses romans. C'est La vie est ailleurs, qui est consacré à un jeune... C'est l'histoire d'un jeune poète, en fait, sous le régime communiste en Tchécoslovaquie. Et pour moi, moins maintenant, mais pendant très longtemps, ce livre était lié à l'album Room on Fire des Strokes. Et ça me paraît étrange maintenant que j'ai pu lire un roman avec mes écouteurs, probablement à l'époque mon Walkman, parce que j'avais pas d'iPod en 2004. Et donc j'avais ce CD qui tournait en boucle, mais je me souviens qui vraiment pendant longtemps, quand je le lisais, ou même surtout, non, plutôt quand je réécoutais les chansons pendant des années, je repensais à Yaromil et à ses mésaventures. Et du coup, par contre, oui, là, ça me fait penser à un truc en rapport avec toi aussi, je sais plus à propos de quelle musique. Un jour, je t'avais envoyé une musique, et parce que je l'aimais bien pour X raison. Et ta réponse, ça avait été ouais, c'est pas mal. Je me verrais bien la mettre en fond pendant que je me lis un bouquin. Et pour moi, c'était une double hérésie parce que moi, je t'envoyais cette musique pour que tu l'écoutes, pas pour que tu la mettes en fond. Et je comprenais pas, parce que je crois qu'il y avait des paroles ou quoi. Du coup, je comprenais vraiment pas quoi. Et pour le bouquin, comment peut-on et alors que je l'ai fait pour Kundera, mais j'ai très vite arrêté parce que en fait, moi, je dois être tout à ce que je fais quand je lis ou quand j'écoute de la musique, un peu moins quand même. Mais
pour moi, la musique ne se marie plus du tout avec la lecture. Il y a un côté vraiment parasite. Maintenant, c'est vrai que c'est très rare que j'écoute de la musique, ou alors il faut vraiment que ce soit de la musique sans parole, ou alors vraiment dans une langue que je connais pas du tout. Vraiment le tchèque. Le tchèque. J'ai déjà écouté un opéra tchèque, mais... Ah, de Janacek. Je ne sais plus, La petite renarde rusée. Mais oui, c'est ça. Ah bah c'est ça, bon, ça m'a pas plu. mais moi, je voudrais vraiment avoir cette correspondance entre... on fait le lien avec la dernière fois, hein, mais la lecture, moi, je vais l'accompagner d'autres sens aussi. Ouais. Enfin, faut que ce soit moelleux, faut que ce soit tamisé, qu'il y ait une musique douce, de la bougie. Si ça sent bon, c'est encore mieux. Moi, je comprends tout le décor que tu vas mettre dans la mise en scène de la lecture. Mais qui est tout aussi valable. Enfin, ça me semble pas... j'ai les deux conditions de lecture. Le côté, tu lis n'importe où, n'importe quand, je trouve ça agréable. Ouais. Mais il y a d'autres lectures où j'ai vraiment envie d'en faire un cérémonial. Ouais. C'est pas la même démarche, mais les deux existent. Je sais pas si on l'avait laissé dans le montage final, mais dans un épisode précédent, tu parlais de comment on lit Proust. Oui. Et d'un investissement nécessaire à se mettre dedans. Oui, moi le fait est que Proust, je l'ai beaucoup lu pendant plusieurs années, j'ai quasiment lu que ça. Enfin, pas que ça, mais j'ai vraiment beaucoup enchaîné la recherche. Mais ça a jamais été justement le livre que je laisse dans mon sac, et quand je suis chez le médecin, je le sors du sac et je me dis ah bah tiens, je vais lire quelques pages de Proust. Ouais. Parce que moi quand je me mettais dans Proust, j'avais besoin de me dire bon bah là j'ai 1 heure, 2 heures devant moi et je vais lire ça. Parce que il me faut 2 pages pour me remettre dans la phrase de Proust, me remettre dans son rythme. Et une fois que t'as passé ces 2 pages d'accommodation presque à son rythme, en fait, toute cette image, ce cliché de Proust, ce serait difficile à lire. Je peux comprendre, hein. Enfin, c'est pas le club Mickey, je pense pas. Mais je pense pas que ce soit si difficile. Je pense que c'est juste un rythme à prendre. Une fois que t'as compris comment fonctionne sa phrase, t'es dedans et tu peux avancer. Ouais. Moi, j'ai pas ce rapport avec la phrase de Proust. Peut-être parce que je l'ai lu à 20 ans et que je faisais... Enfin, je sais pas, moi à chaque fois j'en parle, faut que j'arrête au bout d'un moment de ressasser les mêmes choses, mais j'ai vraiment pas vu cette difficulté. Mais c'était à la même période où je lisais Kundera. En fait, j'ai fait pendant 1 an, 2 ans, un an et quelques, un roman de Kundera, un tome de la recherche, un roman de Kundera, un tome de la recherche, comme ça, j'ai fait ça en boucle, et c'était l'époque où j'étais à la fac, donc j'avais tout le temps du monde pour faire autre chose. Et au lieu de lire des mangas comme j'avais fait en première année, là, en deuxième année de japonais, j'ai lu Proust, Kundera. Et par contre, oui, je l'emmenais partout, tout le temps. Et peut-être que je suis passé à côté aussi de certaines choses, tu vois, que je prenais pas le temps de le lire comme je lirais maintenant. Pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir changé ma manière de lire délibérément, mais peut-être que je vois bien que j'ai pas les mêmes... Par exemple, je mettrai plus jamais les Strokes pendant que je lis quoi que ce soit, quoi. Mais puisque tu parles aussi d'accès matériel à la lecture, y a le côté matériel du livre, parce que moi je vois mes éditions de Proust, j'ai commencé par avoir... J'ai la recherche en entier en livre de poche qui m'ont été prêtés par une amie de ma cousine, et donc elle m'a donné toute cette recherche en disant je sais que t'aimes bien Proust, tiens je te passe les bouquins, c'est ma mère qui déménage et elle en a plus besoin. Et donc tout le temps où j'ai lu Proust, je me suis maintenue dans le fait que c'était pas les miens et qu'il fallait que j'y fasse attention. Alors que moi j'ai vraiment ce côté, mes livres de poche, je les massacre. C'est-à-dire que si je veux les lire dans un bain et qu'après ils sont fripés, ce sera pas grave. Je saurais que je les ai lus dans le bain. Si je les mets dans le fond du sac et qu'ils sont fripés, c'est pas grave non plus. Enfin, voilà. Et le livre de poche, moi je le lis avec un critérium dans la main, et s'il y a un passage qui me plaît, je vais le corner, je vais souligner des passages qui me plaisent. Et à côté de ça, mes amis ont eu le goût de nourrir ma monomanie de ces années-là en m'offrant des très beaux livres autour de Proust. J'ai Un amour de Swann en collection blanche Gallimard, très gros volume. J'ai vraiment des belles éditions de Proust. Et ma lecture, elle va pas du tout être la même qu'avec les livres de poche. Et je trouve qu'il y a un cérémonial, vraiment, je me dis ce soir, si j'ai envie de lire un de ces ouvrages-là, ça va être vraiment
dans mon lit, je vais bien mettre à plat le drap, je vais pouvoir poser le gros volume, mais il va pas falloir le corner. Et c'est pas encore la même expérience de lecture que quand tu te balades avec ton volume à 5 € et que tu sais que tu vas pouvoir le balancer partout. Ouais. Ça m'a fait ça quand j'ai commencé à gagner ma vie et que j'ai pu m'acheter mes premières Pléiades, celle de Diderot, par exemple. Parce que les Pléiades, c'est bien, mais... Moi, j'aime pas lire dans la Pléiade. Ouais. C'est bien si t'as envie d'avoir un index. C'est bien si pour tout cet appareil de... Et j'ai mis longtemps avant d'en prendre soin de mes Pléiades, en fait. Parce que moi, je réfléchissais pas, tu vois, c'est très borné. C'est un bouquin, c'est juste qu'il y en a plus dedans, ça a coûté plus cher parce qu'on a tout mis dedans. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu dommage de prendre la Pléiade dans le sac sans son truc et tout, parce qu'au bout d'un moment, les pages s'abîment et tout. Mais, ceci dit, le papier Bible de la Pléiade est assez résistant. On pourrait croire que c'est fragile, mais... Ah bon? Ça se déchire pas trop. Ah, j'aurais cru. Parce que moi, je les empruntais à la bibliothèque municipale. Il y avait des Pléiades. On ne sait pas pourquoi. Et par exemple, j'ai lu... on a déjà parlé de Wilde. Le théâtre de Wilde, quand j'étais ado, je l'ai lu en Pléiade, mais parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. Et par contre, je trouvais ça vraiment compliqué de lire sur un papier si fin, de toujours devoir justement aller voir les notes qui me semblaient super loin. J'avais l'impression d'avoir besoin de 3 marque-pages par lecture. Et ça aussi, moi je trouve, personnellement, je trouve que c'est le meilleur choix possible de mettre les notes à la fin parce que j'ai envie qu'on me foute la paix quand je lis. Et déjà, la présence de la note... T'as la curiosité d'aller voir. J'ai la curiosité. Ou même sans... Alors ça, c'est une condition de lecture aussi. C'est pas du tout ce à quoi je pensais quand on préparait, mais c'est ça. C'est-à-dire que comment tu accèdes au texte, et si on te dit, à cet endroit-là, faut penser à quelque chose, ça modifie complètement ton rapport au texte. Oui. Et moi-même, je sais que quand je lis des éditions scolaires de livres que je maîtrise très bien, par exemple, je vais voir... Enfin, je sais pas, on parle d'un sac et baise en ville. J'imagine bien qu'ils vont mettre la note et je vais aller la lire alors que je sais de quoi on parle. Sauf que ça s'adresse à des gens à des scolaires. Et ça ralentit énormément ma lecture. Donc je vais avoir tendance à avoir l'édition folio pour aller très très vite sans note parce que sinon je me mets à chercher ce que ça veut dire vaisselle. Donc je m'agace moi-même à aller voir les notes de vocabulaire. C'est un signe, c'est comme si tu rajoutais de la ponctuation, ça change. À partir du moment où on part du principe qu'un texte, c'est une expérience de langage, donc ça c'est du sens dans tous les sens du terme, c'est une expérience de pensée, dans ce cas-là, oui, tu rajoutes une tâche, t'as changé le sens du truc. Pour revenir à la ritualisation, moi, en fait, dernièrement, je ne trouve plus le temps de lire que quand je prends mon bain. Ah bah, puisqu'on en parlait. Et pour moi, c'est une question de ritualiser moins justement le corps, comme je disais simplement dans mon petit plan de préparation, que de ritualiser le temps. Et je lis à certains moments quand j'ai l'occasion, quand mes transports font que j'ai du temps pour lire dans les transports, je lis aussi, j'ai pas de problème à lire dans le train. Par contre, en ce moment, j'ai le temps que de lire quand je suis dans mon... Enfin, j'ai le temps. Je pourrais me dire, là, je me mets sur mon canapé, mais j'ai toujours autre chose à faire. Soit regarder un truc, soit jouer à un jeu vidéo, soit parler. Et du coup, par contre, dans le bain, c'est du temps où de toute façon, il faut un petit peu mariner. Et voilà, du coup... Je comprends, je fais pareil. J'avais vraiment ce côté... moi, je mets toujours le même album... Tu vois, je mets toujours le même album de Pink Floyd quand je prends un bain. Et je sais que des livres que j'avais envie de finir... par exemple, là, le Cohen, bon, là, j'ai plus de baignoire. Mais clairement, un livre que j'ai un peu de mal à finir, mais je sais qu'il faut que je finisse, que je me concentre, que je sois loin d'un portable, d'une notification. Parce qu'il y a ça aussi maintenant. Je pense qu'il y a vraiment ce côté... le bain, c'est aussi la barrière d'eau qui t'oblige à... tu peux pas sortir, tu peux pas te dire j'ai oublié un truc, faut que j'aille voir. Non, t'es dans ton bain, t'es mouillé, t'es posé dans ton bain. Sur cette période-là, tu ne peux rien faire d'autre. Tu peux pas recourir à un portable, tu peux pas juste aller chercher quelque chose à l'autre bout de la pièce. Et de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Mais du coup, il y a aussi un contre-coup du confort. C'est-à-dire que pour moi, le bain, l'hiver, c'est une manière de me réchauffer alors qu'il fait froid. L'été, je prends des bains d'eau froide, surtout ces derniers étés où c'était un peu chaud. Et du coup, il y a ce côté, on va dire, pavlovien, involontaire, où tu renforces ton cerveau en lui disant...
tu vois, c'est agréable de lire, c'est bien de lire. Tu te réhabitues. Voilà. Bah là, pendant que tu parlais, j'étais en train de chercher dans un livre, et j'en avais parlé la dernière fois sur les plaisirs minuscules de Delerme. Il parle donc de lire à la plage, et donc il dit exactement ce que tu disais sur tu réhabitues, donc justement en période de vacances. À lire trop longtemps, les bras étalés devant soi, le menton s'enfonce, la bouche boit la plage, alors on se redresse, bras croisés contre la poitrine. Une seule main glissée à intervalles pour tourner les pages et les marquer. C'est une position adolescente. Pourquoi ? Elle tire la lecture vers une ampleur, un rien mélancolique. Toutes ces positions successives, ces essais, ces lassitudes, ces voluptés irrégulières, c'est la lecture sur la plage, on a la sensation de lire avec le corps. Et je trouve que c'est un peu ce que tu disais de cette difficulté à trouver exactement... Là, il parle de la position. Oui, mais alors moi, excuse-moi, je te regardais, j'étais en train de réfléchir, parce que moi je me dis, oui, bah alors pour lui c'est la plage, mais pour moi, enfin je sais pas si c'est que je tiens pas en place ou quoi, mais moi c'est tout le temps, enfin genre quand je lis dans mon lit, je peux pas, enfin il y a toujours un moment où tu vois mais ça c'est marrant, j'ai quelqu'un qui m'a montré un lutrin pour tenir et moi quand je lis des feuilles, j'ai des aimants et un tableau aimanté sur lequel je peux mettre des feuilles, et cette personne là a un espèce de pupitre pour maintenir un livre ouvert devant excellent. Elle et elle me dit ah bah oui mais c'est pratique, je pense que tout le monde l'a fait, et là elle me met et je mets des pinces à linge, enfin, le lutrin tient ses pages, et elle me fait ah, mais tout le monde fait ça de mettre des pinces à linge sur ses livres, et moi j'étais là bah non, moi j'ai jamais mis de pince à linge pour tenir, mais en même temps ça me semble totalement une bonne idée en fait quand t'as besoin de plusieurs livres à la fois pour maintenir un livre qui se referme ouvert. Enfin, elle, vraiment, c'était cette idée de travailler sur plusieurs supports à la fois. Mais du coup, tu maintiens des deux côtés ton livre avec des pinces à linge, et effectivement, il va rester ouvert. J'ai jamais pensé à ça. Oui, et du coup, puisqu'on parle de lire confort, etc., à l'inverse de ça, la manière dont ça peut s'opposer, outre la question de la concentration, c'est l'attitude qu'on a par rapport à la lecture qu'on fait. Et là, je pense que c'est quelque chose qui concernera pas forcément tout le monde, mais moi je me souviens, la première fois où je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait... Enfin, c'est pas que je me suis rendu compte qu'on pouvait lire autrement que comme je lisais, mais on avait une prof de littérature contemporaine qui s'appelait Ueda Makiko, qui nous faisait lire à longueur de cours simplement des textes en japonais, on les commentait à peine. On disait là c'est bien, vous voyez... Bon, en même temps, voilà, ça te fait apprendre la langue, quoi, mais bizarrement. Et donc, on avait un semestre sur de la poésie contemporaine, il y avait un poète, je sais plus comment il s'appelle, et un autre semestre où on a lu du Oe Kenzaburo, et elle nous disait, mais ne lisez pas que le soir avant de vous coucher. Oui, ça c'est bien de lire avant de se coucher, mais c'est pas comme ça qu'on lit, c'est pas comme ça qu'on lit. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle veut dire et tout, en fait, petit à petit, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, dans le sens où, en fait, il s'agit de réserver vraiment un moment où tu lis pour lire, et pas pour t'endormir, ou pour passer le temps, et en fait, c'est pour ça que je prenais des précautions en disant, c'est pas vraiment que je lisais pas comme ça, avant qu'elle nous le dise, mais c'est un rapport à la lecture que je pense qu'on... elle insistait vraiment là-dessus, elle disait non mais surtout qu'elle s'adressait là à des étudiants qui avaient pris l'option spécialité en 3e année littérature, faut être un peu à ce qu'on fait quand on lit, quoi. Surtout, mais après évidemment, surtout quand tu lis de la poésie, pas qu'il s'agisse d'un travail, mais quand tu lis des poèmes, il faut en fait, ça demande, pour être fructueux, je pense, une écoute qui n'est pas celle d'une lecture divertissement. On peut revenir à cette question du mode. Oui, parce que moi, Ah oui, toi tu parlais par rapport quel mode de lecture tu utilises, quel support en fait. C'est le support, mais en fait c'est plus que ça. Mais oui, on peut partir du support et voir où ça nous mène. Parce que, donc moi je lis beaucoup sur liseuse, maintenant. Et notamment quand tu lis dans une langue étrangère, à condition de lire des audiobooks, des e-books et pas des PDF, tu as accès à un dictionnaire. Alors unilingue souvent, mais c'est encore ce qu'il y a de mieux quand tu parles un peu une langue, c'est de regarder comment, dans cette même langue, on t'explique les mots. Et je sais que pour Lovecraft, ça m'a pas mal aidé,
parce que là on parlait d'Albert Cohen, mais alors Lovecraft, il y a une recherche d'un style un peu vieillot, voilà, et qui va chercher des mots. Souvent ça se fait par le vocabulaire, c'est pas dans, tu vois, l'écriture, c'est une écriture des années 30 américaine, mais le vocabulaire, c'est un peu soutenu, on va dire, pour un Français qui parle un peu anglais, et du coup, le fait de pas avoir à poser mon livre et à aller chercher, c'est une interruption, mais c'est pratique, quoi. Mais déjà, ça, c'est... Enfin, sans parler même de liseuse... Moi, j'ai pas de liseuse et j'ai jamais lu sur liseuse, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui... qui change mon rapport au texte, de me dire, maintenant, on lit avec des smartphones quand même dans la poche. Et moi... on va revenir à Proust, hein, mais il fait beaucoup référence à des œuvres d'art. Et j'ai des amis qui m'ont offert le musée de Marcel Proust. Tu as les passages de la recherche où il évoque une œuvre, et en face, t'as la repro. Qui est un livre génial, enfin voilà, quand tu veux reparcourir. Mais quand je lisais la recherche, souvent j'avais envie. Alors il y a des œuvres qu'on connaît, voilà, on a l'image qui se forme. Mais là, je me disais, moi, quand je lis Proust, j'avais qu'à sortir mon smartphone et me dire, bon, elle ressemble à quoi cette œuvre-là ? Et tout de suite, j'avais accès à cette œuvre. Et je me dis, quelqu'un qui lisait Proust il y a 30 ans, il n'avait pas cette facilité. C'est-à-dire que vraiment, s'il voulait se représenter une œuvre, fallait qu'il aille dans une médiathèque, qu'il cherche une monographie de l'artiste, qu'il cherche le tableau correspondant. Ça demandait tout un autre investissement que d'accéder à ce que voulait dire Proust en utilisant cette œuvre-là. Et moi, je trouve que ça a changé notre rapport, et même tu parles du rapport au vocabulaire dans une langue étrangère, mais même dans notre langue, moi, des fois, j'ai envie il y a un mot, je me dis, ah bah tiens, je suis pas sûre, enfin, je vois à peu près, mais j'ai envie de savoir exactement ce qu'il veut dire, je vais vite accéder à ce sens. Alors que moi, j'ai souvenir, quand j'étais enfant, de lire des livres, de pas avoir accès au sens d'un mot, de faire papa, ça veut dire quoi ? Mon père me disait regarde dans le dictionnaire, mais on était en voiture à 300 km de chez nous, et je me disais je cherchais dans le dictionnaire et je le cherchais jamais. Mais maintenant j'ai plus ce rapport au temps aussi qui est il faut que je garde souvenir de ce mot que je connaissais pas. Là immédiatement j'ai accès au sens. Il se trouve que pendant un moment, quand je prenais la voiture le week-end, je tombais souvent sur l'émission de Gallienne qui est en train de lire par exemple du Philippe Roth, et que je connais pas, mais comme je tombe dessus de manière fortuite, j'entends un texte qui m'est lu, je l'écoute, je sais pas ce que c'est, et en général, comme je suis curieuse, j'allais chercher vite fait, tiens, qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur France Inter, et là je voyais Philippe Roth, et de me dire, donc c'est ça. Mais d'avoir le texte, c'est rarissime de pouvoir accéder à un texte sans savoir ce que c'est du tout. C'est vraiment rare. Ouais. Et ça me fait penser... bon, toi, c'est le côté de la surprise, un peu. Mais on parlait de poésie. Mais un bon intermédiaire pour se rendre compte de la force de la poésie, on va dire. De l'écriture libre, de l'écriture pour l'écriture, si on veut. Enfin, toute manière d'en parler est problématique, mais c'est d'écouter, parce qu'en fait du coup le rapport au sujet du texte, le sujet de langage qu'est le texte, qui est un poème, est médiatisé par quelqu'un qui fait l'effort de le faire sentir comme ils l'ont senti, mais du coup t'as quand même accès à quelque chose de cette oralité que sinon il faut aller chercher toi-même, et c'est ça la difficulté de la poésie, ou de lire un texte poétiquement. Poétiquement, ça veut pas dire pour faire joli, comme beaucoup de monde le croit ou l'enseigne. Poétiquement, ça veut dire se mettre face à un sujet, c'est-à-dire quelqu'un de langagier, quelqu'un simplement en tant que c'est quelqu'un qui parle. Je peux pas dire quelque chose, parce que c'est quelqu'un. C'est toujours, il y a une instance, il y a un sujet. Le fait d'écouter quelqu'un te lire une poésie, ça change tout, quoi. Et moi, mon père me dit souvent ça, parce que des fois je lui lisais un poème que j'avais aimé, et il me fait, tu vois, moi je peux pas lire de poème, mais quand c'est quelqu'un qui le lit, toi ou quelqu'un à la radio ou quoi, là il entend tout d'un coup pourquoi c'est bien, et parfois c'est pourtant moi en le lisant et en m'écoutant, je trouve pas que ça soit particulièrement intéressant, mais le simple fait d'entendre quelqu'un te dire ces phrases, tu les reçois comme elles sont censées être lues, et comme c'est très difficile pour nous actuellement de lire, je trouve, c'est-à-dire de les lire vraiment comme une voix qui te vient, et pas comme quelque chose qu'on te raconte.
ou qu'on te dit. D'accord. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la singularité d'une voix qui s'adresse à quelqu'un. Ouais. C'est un dialogue, en fait. C'est un dialogue, mais c'est pas forcément qu'un dialogue, mais c'est... Même pas un dialogue, c'est un monologue. C'est une interparole. C'est toi qui, en fait, en lisant le truc, pour que ça soit sensible au maximum, il faudrait se dire « je suis en train de dire ça quand je le lis ». Je suis en train de le dire. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui dirait ça. Et quand t'as quelqu'un qui te le dit, au moins tu te mets à la place de la personne qui l'écoute. Pour toi, tout lecteur devrait faire un travail de comédien, en gros. C'est un peu ça. Implicitement, très léger, mais une posture. Être dans une posture de comédien. Mais il faudrait savoir ce que ça veut dire qu'une posture de comédien, etc. Mais en fait, là, plutôt que de dire on cherche des règles, on cherche des métaphores de ce que c'est que la lecture poétiquement. Voilà. Et du coup, voilà, l'audiobook, il y a d'autres avantages plus concret qui est que pour quelqu'un de dyslexique, pour quelqu'un de malvoyant, c'est bien d'avoir accès quand même à... Et puis au-delà de ça, sans parler de... Bon, pour revenir aux conditions de lecture matérielles, l'audiobook, moi j'en utilise pas. Ouais. Par contre, maintenant j'utilise des podcasts, mais c'est vrai que actuellement, moi j'utilise beaucoup de choses. J'écoute des podcasts parce que dans toutes les situations où je ne peux pas lire, où je ne peux pas tenir un objet, c'est-à-dire quand je fais le ménage et quand je conduis. Exactement. Et je conduis beaucoup et je fais beaucoup de ménage. et bizarrement, à ces moments-là, c'est vrai que je me dis, des fois je pourrais faire de l'audiobook à ce moment-là parce que moi qui ai des fois l'impression de pas lire assez, parce que je veux pas perdre mon temps, quand je veux que ma maison soit propre, mais en même temps j'ai vraiment l'impression de perdre du temps sur une disponibilité intellectuelle. Et les podcasts m'ont permis de me dire non, je perds pas mon temps à repriser des chaussettes ou à cuisiner parce que en parallèle, j'ai accès à quelque chose. Et l'audiobook servirait aussi c'est juste que j'ai pas le réflexe audiobook pour l'instant. Oui, bien sûr. Mais c'est peut-être quelque chose qui se... C'est compliqué. Parce qu'il faut trouver les bons lecteurs. Ah bah ça... Puisqu'on parle justement de cette recherche du bon lecteur... et de ce que ça peut apporter à ta réception d'un texte. Moi j'ai deux exemples, notamment un autour de Salinger. Bon voilà, quand j'étais ado, je pense comme beaucoup de gens, on m'a recommandé Catcher in the Rye. Enfin, j'ai une amie qui m'avait dit lis ça, c'est vraiment très bien. Donc je l'avais lu, j'avais bien aimé. Enfin, c'est un livre que j'ai apprécié, mais qui m'a pas marqué outre mesure. Après, j'ai croisé plein de gens qui avaient notamment le brin tatoué, rye, c'est du froment, non, je sais plus. Je sais plus si c'est du froment ou... Enfin, en tout cas, un espèce de grain de blé, et j'ai croisé plusieurs personnes qui avaient des tatouages avec ça, qui me disaient, et je demandais pourquoi ça te tatoué, on me disait c'est par rapport à Salinger. Donc voilà, t'as vraiment ce côté d'un livre qui a un impact sur les gens, et je me disais, moi c'est un livre que j'ai bien aimé, mais j'en serais pas à me le faire tatouer forcément. Et lorsque j'étais à la fac, j'étais en master, donc j'avais une vingtaine d'années, 21, 22, et on devait faire des exposés sur des livres anglophones, donc vraiment on avait toute latitude pour proposer quelque chose, et il y avait un mec avec nous qui parlait pas anglais, enfin il parlait vraiment très 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 mal anglais. Et donc il est arrivé au tableau en disant moi je vais vous présenter un livre de Salinger qui s'appelle L'Attrape-Cœur. Et donc il y a la prof tout de suite, il dit oui, enfin ce serait bien que vous le présentiez en anglais. Il fait non mais moi je vais pas le présenter en anglais parce que je parle pas anglais, donc de toute façon je l'ai ramené traduit. Et le mec a rien présenté à part dire qu'il allait nous présenter Salinger. Il s'est assis, sous l'air dépité de la prof, mais c'était pas une grande, elle était pas très autoritaire, donc elle l'a laissé faire, et il s'est assis dans un coin de la classe, et pendant un quart d'heure il nous a lu un passage de l'Attrape-Cœur, du coup, je dis vraiment à dessein le titre français. Il nous a lu pendant un cours d'anglais 15 minutes de l'Attrape-Cœur traduit, et il l'a fait tellement bien que encore aujourd'hui je peux pas détacher ce roman de l'expérience que j'ai eue de donc Bastien Guépierre qui se posait au milieu de la classe et qui nous lisait ça avec le ton de cet ado perdu. C'était juste quand il parle de son frère qui a donné un coup de poing, je crois, avec un gant de boxe. Enfin, il y a une histoire de gant de boxe. Mais alors, Bastien Guépierre qui lisait ça avec une certaine gouaille, une certaine énergie, j'ai fait ok. Il y a une voix dans ce texte, il y a quelque chose qui, dans le ton, qui te touche plus que l'histoire elle-même. Mais ça, on me l'a révélé parce qu'on me l'a lu.
Bon, et cette semaine, moi j'ai eu beaucoup plus d'inspiration, on va dire, que pour les odeurs. Et j'ai eu tellement d'inspiration que j'ai même trouvé, a posteriori... Des trucs d'odeur. Des trucs d'odeur et de goût, mais bon, on va pas, voilà, c'est pas le but. Mais je pense qu'on a eu la même expérience. Moi, en cherchant des choses pour cette semaine, comme j'étais plus attentive à tout ce qui est goût et odeur, j'ai retrouvé plein de trucs que j'aurais pu te faire deviner la semaine dernière. Ouais. Donc celle-là, elle est un peu... Je vais la faire en deux fois. Mm-hmm. Je vais la faire en texte original, et après je vais l'expliquer. D'accord, je t'écoute. Messie Rivin, c'est le verger rentre, et après lui toute sa route. Appuyé vouette de sur son coute, un prodome qui se gésouette, sur un drap de soie et lisouette, une puchelle devant lit. En un romance ne sait de qui. Et pour le romance et scooter, si estouette venu à couter, une dame, et estouette sa mère. Elle y prodonce estait son père. Bah, Messie Rivin, oui. On est chez Chrétien de Troyes. On est chez Chrétien de Troyes. Donc le Chevalier au Lion. Oui, c'est ça. Pour l'expliciter jusqu'au bout. Voilà. Mais pour l'expliciter vraiment jusqu'au bout, parce que là, en fait, des gens qui n'ont pas fait d'ancien français sont un peu paumés. Oui. je leur traduis, simplement pour qu'on ait un peu aussi de quoi en parler après. Donc, Messie Rivin entre dans le verger, et avec lui toute son escorte. Il voit, appuyé sur son coude, un gentilhomme qui était allongé sur un drap de soie. Et devant lui, une jeune fille lisait un roman... Et alors là, il dit ne sait de qui. Moi, j'aime bien croire que je sais pas de qui c'est, mais en fait, historiquement... Je penserais que ce serait de lui, moi. Non ? Non. Ne sait de qui, la traduction dit je ne sais au sujet de qui, ce qui est une traduction explicitante moche, mais en fait je me suis dit oui, c'est un roman de, parce qu'en fait il y a le roman d'Énéas, le roman de machin, le roman, en fait le roman de Yvain, le roman de Lancelot, et du coup je pense qu'ils ont raison, c'est je ne sais pas de qui parlait le roman. Ok. Parce que je pense que l'auteur de toute façon l'auteur à l'époque n'est pas intéressant. Voilà. C'est Chrétien de Troyes qui est le premier à signer ses œuvres en fait. Oui. Et donc voilà, et pour écouter le roman, et pour le roman écouté, était venue s'accouder à côté une dame qui était sa mère, et le gentilhomme était son père. J'aime bien qu'il refasse une phrase pour que tout le monde soit sûr. De qui est qui. Voilà, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais le pronom, le gentilhomme, c'était son père. Et donc là, ce qui m'a... Bon, outre le fait que voilà, c'est qu'il arrive et il y a des gens qui lisent, là, ils sont accoudés. Et il y a vraiment, c'est cette notion, ils sont accoudés. Oui, c'est vrai que en plus, c'est drôle parce qu'ils sont dans un verger. Oui, ils sont dehors. Oui, donc il y a vraiment ce côté... C'est le pique-nique, quoi. Le père, il est sur un drap de soie, allongé, et il est accoudé. Pour écouter sa fille lire. Mais comme tu le dis, en fait, c'est là qu'il y a ce rapport entre la lecture et le fait d'être accoudé est renforcé par cette rime. Parce que accoudé, écouter. Alors, est-ce que c'est juste... Effet de style, une rime bateau, ça, il faudrait lire tout le roman et s'en souvenir. Et, peut-être que des gens pourront nous dire par mail ensuite, non, mais... mais voilà, je trouvais ça marrant, ce détail physique du coude. Mais c'est encore une position d'attention. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, si tu veux signifier... même de manière cartoonesque, si tu veux dire vas-y je t'écoute, l'idée de s'accouder et de mettre le menton sur le poing, ça reste une position d'attention. Je suis tout oui. Ouais, j'avoue. Alors donc voilà, on va passer à moi. C'est parti, on va voir. On n'est pas non plus sur quelque chose de... Je m'accoude. Accoude-toi. Derrière moi, la porte s'ouvrait. On venait voir ce que je fabriquais. Je truquais. Je me relevais d'un bond, je remettais Musset à sa place, et j'allais aussitôt, dressé sur la pointe des pieds, les bras levés, prendre le pesant Corneille. On mesurait ma passion à mes efforts, j'entendais derrière moi une voix éblouie chuchoter « Mais c'est qu'il aime Corneille !» Je ne l'aimais pas. Les alexandrins me rebutaient. Par chance, l'éditeur n'avait publié in extenso que les tragédies les plus célèbres. Des autres, il donnait le titre et l'argument analytique. C'est ce qui m'intéressait. Rodelinde, femme de Pertarite, roi des Lombards, est vaincue par Grimoald et bressée par Unulf de donner sa main au prince étranger. Je connus Rodogune, Théodore, Agésilas, joli prénom, avant le Cid, avant Cinna.
Je m'emplissais la bouche de noms sonores, le cœur de sentiments sublimes, et j'avais souci de ne pas m'égarer dans les liens de parenté. Il y a un côté très soutenu, mais très 20e en même temps dans le rapport à la littérature, je trouve. Parce qu'il parle de Musset comme si ça était sur le même plan que Corneille, donc ça peut pas être quelqu'un du 19e. Donc j'ai envie de dire que c'est Sartre, c'est peut-être les mots. C'est les mots de Sartre. Yes. C'est effectivement... C'est la première que je gagne. C'est vrai? C'est la première fois que t'arrives à en trouver un? Oui. Mais je me doutais que celui-là, le côté cabotin du gamin qui veut montrer qu'il sait lire Corneille, moi c'est ce qui m'a intéressé. C'était vraiment cette mise en scène de la lecture non plus pour lire, mais juste pour montrer qu'on lit. Et moi je pense qu'il y avait un peu de ça... On parlait aussi des ados qui lisent en marchant. Tu sais, il y a un peu ça, cette mise en scène de la position de lecteur. Pas forcément volontairement, mais culturellement, implicitement, il y a ce côté, voilà, moi je suis un lecteur. Oui. Donc voilà. Ce qu'on a moins besoin de faire quand on est adulte. On se cache plutôt. Ce qu'on a compris. Alors, mon cher Eric, à moi de m'accouder. Ouais, c'est très bien, très bien. Sur un drap de soie, s'il te plaît. Je n'avais nulle envie de dormir. Et je me mis à rêver dans un fauteuil où je m'oubliais plus d'1 heure. Après quoi, plus éveillé encore que je ne l'avais été d'abord, je vis des livres qui étaient sur une tablette, et j'en pris un pour me procurer un peu d'assoupissement par la lecture. Je lus en effet plus d'1 demi-heure, et jusqu'au moment où je me sentis assez fatigué. De sorte que j'avais déjà jeté le livre sur la table, et j'allais achever de me déshabiller pour me mettre au lit, quand j'entendis quelques bruits dans un petit cabinet attenant à ma chambre, et dont la porte n'était même qu'un peu plus d'à moitié poussée. Spontanément, là, moi j'ai envie de dire quelque chose comme Théophile Gautier. Tu vois, moi je vois la théière, enfin la cafetière d'ailleurs. La cafetière. La cafetière. Moi je vois le début d'un récit fantastique 19e. Ah oui, c'est le dispositif. Le dispositif de je suis seule, isolée dans ma chambre, je lis, et il se passe un truc à côté. Ouais. La langue me semblait pas... Après la tablette, ça me paraît peut-être un petit peu plus ancien. Ouais. Mais... La petite table en fait. Oui. Je dis ça pour ceux qui s'imaginent une tablette. Oui. Non, c'est marrant, c'est d'ailleurs... Parenthèse complète, cette vie, ce parcours incroyable du mot tablette, depuis les tablettes d'argile jusqu'aux iPads, en passant par la petite table. C'est celle l'intrus, très clairement. Mais... Donc je mettrais... Ouais, faut que je recule un petit peu dans le temps, non ? Ouais. C'est un jeu, hein. Est-ce que c'est un jeu autobiographique ? Non. Ah, sinon, je serais peut-être même allée du côté de Rousseau, tout ça, cette mise en scène de soi. Ah ouais. Tu es dans le bon siècle. Je suis dans le bon siècle, mais je le connais mal, ce siècle. Donc c'est peut-être là qu'est mon écueil. Après, je veux pas te casser, mais t'es censé le connaître par cœur. Je suis censée... Marivaux ? Oui. C'est la vie de Marianne ? C'est la vie de Marianne. Tu sais que je l'ai regardé quand on préparait, et je me suis dit, est-ce qu'elle lit ? Et je me suis dit, non, Marianne, elle lit pas. Effectivement, c'est pas Marianne. En fait, c'est vrai que j'y pensais pas, mais c'est la religieuse qui lui parle. C'est le récit enchâssé à l'intérieur du texte de la vie de Marianne. Voilà. Donc c'est pas elle qui lit. Donc c'est pas elle qui lit, t'as raison. Marianne ne lit pas. Et j'avais vraiment cette image du personnage, je me suis dit, j'ai regardé la vie de Marianne, j'ai dit, non, Marianne ne lit pas. Ouais. Tu vas voir. Ouais. Donc voilà, la vie de Marianne de Marivaux. D'accord. C'était difficile de repérer, mais d'accord. Alors, il m'a cédé la chambre à bas prix. Et pour quelques francs de plus, il a ajouté une bougie et des draps dont j'ai enveloppé le matelas bosselé qui semblait garder l'empreinte d'un corps long et rude. J'ai eu vite fait d'établir mon campement. La nuit tombait et j'ai installé mes affaires autour de la bougie. Le portrait de Jeanne d'Arc, un exemplaire du spleen de Paris, mon stylo et une bouteille d'encre. Mais je n'ai pas pu écrire. Tout ce que j'ai été capable de faire, c'est de m'allonger sur le matelas de crin et de me couler dans son empreinte ancienne de dormeur. La bougie n'était plus qu'une flaque. J'ai sombré dans le sommeil, je n'ai même pas rêvé. Alors, une fois de plus, on a une référence qui permet de dater. Donc, le spleen de Paris, donc c'est déjà disponible en bouquin. Donc là, je pense qu'on est bien dans le 20e. Bon, mais on s'éclaire encore à la bougie. On dort sur du crin. Donc, on n'est pas trop tard dans le 20e, je pense. C'est pas Édouard Louis. Hein. Non, c'est pas Édouard Louis, mais écoute... C'est qui alors ? C'est Patti Smith. Ah, waouh ! Moi, ce qui me faisait rire, c'était l'énumération, un portrait de Jeanne d'Arc, un exemplaire du spleen de Paris,
mon stylo et une bouteille d'encre. Ouais. C'est ça, la bouteille d'encre, quoi. Mais parce que c'est cette bohème qu'elle raconte dans... On est dans Just Kid. Ouais. Son récit, son amour-amitié avec Robert Mapplethorpe. Ouais. Et en fait, c'est lors de son périple sur les traces de Rimbaud. D'accord. Donc le récit met pas tellement en scène quelqu'un qui lit, mais c'est quelqu'un qui part à la recherche de sa lecture. Ouais, c'est ça. En gros, elle va à Charleville-Mézières avec dans la tête plein d'images de Rimbaud. Et enfin, moi, je viens de Picardie. Charleville-Mézières, c'est pas la Bohème, c'est une ville du nord de la France. Et c'est ce qu'elle trouve. Mais elle trouve un hôtel miteux et elle va quand même le transformer en Bohème avec son exemplaire de Baudelaire. D'ailleurs, je pense que plus loin, elle dit j'ai mis ma chemise et ma cravate noire. Enfin, elle veut du Baudelaire, elle veut du Rimbaud, mais elle est à Charleville-Mézières. Ouais. La Rimbaud à Charleville-Mézières, il avait pas du Rimbaud, hein, c'est pour ça qu'il est parti. Voilà, et d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, elle dit il a dû haïr cette pierre, il a été au même endroit que moi, il a détesté cette grille, enfin voilà. Donc c'est un portrait de lecteur, mais elle lit pas. Ouais. J'ai piégé. C'est bien, mais c'est bien. Mais oui, j'allais dire oui, parce qu'elle parle d'écrire en fait. Oui, plutôt. Ouais. C'est bien. On lut ce soir-là une pièce assez abstruse de Lycophron, que j'aime pour ses folles juxtapositions de sons, d'allusions et d'images, son complexe système de reflets et d'échos. Un jeune garçon placé à l'écart écoutait ces strophes difficiles, avec une attention à la fois distraite et pensive, et je songeais immédiatement à un berger au fond des bois, vaguement sensible à quelque obscur cri d'oiseau. Il n'avait apporté ni tablette, ni style. Assis sur le rebord de la vasque, il touchait des doigts la belle surface lisse. Alors, ni tablette, ni style, t'as vraiment quelque chose avec... Et tu sais que je m'en suis pas rendu compte avant de le lire là. C'est vrai ? Il y avait la tablette dans les deux. Ah. Bah du coup, le terme tablette et style m'oriente. Oui. Alors, le récit m'oriente vers l'Antiquité. Donc, spontanément, j'aurais envie de dire Yourcenar. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est encore une œuvre que nous avons connue tous les deux par cœur. Donc, c'est les Mémoires d'Adrien ? C'est les Mémoires d'Adrien. J'explique pour l'auditoire qu'en fait, de manière complètement fortuite, on s'est retrouvés à préparer la grecque la même année, Isabelle et moi, et du coup, Yourcenar et Marivaux étaient partis du programme. Donc on les connaît bien. Et oui, mais je l'aurais pas reconnu. Ah ouais ? C'est vraiment les mots, tablette et style, qui m'ont fait dire antiquité. Antiquité et pourtant écriture qui n'est pas antique. Je me suis dit, Yourcenar. Mais je ne vois pas à quel passage de... Alors que vraiment, les Mémoires d'Adrien, je les ai épuisés, quoi. Oui, donc j'ai choisi cet extrait. Encore une fois, c'est quelqu'un qui écoute pas trop, en fait. En fait, c'est pour répondre à ta question c'est à quel moment. Pour moi, je pensais que t'allais même pas me laisser finir, que t'allais me dire oui, bon, ok, d'accord, c'est Adrien, hein, parce que c'est le moment de la rencontre avec Antinous. Et pour moi, quand je lis ce bouquin, c'est ce moment, genre parce qu'en plus... Moi Antinous, je le vois dans sa mort. Moi, j'ai toute la scène avec sa joue, quand il demande des nouvelles de l'épervier, qui sont en train... Mais il y a ce côté, il est là, il passe sa main sur une fontaine et tout. Je sais pas, je trouvais ça mignon, quoi. Donc c'est à toi. Étonné par la précision de mon auditeur, pourtant âgé, je poursuivis l'histoire de notre marin français. Toutes les demi-heures, je m'arrêtais, souvent à un moment crucial, non plus par fatigue, mais par innocente coquetterie de conteur. Je me faisais supplier, et m'y remettais de nouveau. Quand l'abbé, enfermé dans le cachot de misère d'Edmond, lui révéla le secret de l'immense trésor caché sur l'île de Monte Cristo et l'aida à s'évader, la lumière de l'aube pénétra notre chambre par les crevasses des murs, accompagnée du gazouillis matinal des alouettes, des tourterelles et des pinsons. Cette nuit blanche nous épuisa tous. Le couturier fut obligé d'offrir une petite somme d'argent au village pour que le chef nous permette de rester à la maison. Donc, encore une fois, on a une référence à autre chose d'avant. Toi, c'est les tablettes, moi, c'est les références. Ouais. En même temps, j'ai l'impression que Dumas a eu un succès beaucoup plus rapide, donc ça pourrait être le 19e. Non. Non, je ne sais pas. C'est presque normal. C'est pas... J'ai pas pris, tu vois, les mots. Il s'est dit, on est sur quelque chose de canonique, que tu connais, de classique. Là, je sais pas à quel point il est connu, ce livre. Je te le dis direct. Allez. Parce que
C'est Dai Siji et c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise. Je pense qu'il est assez connu. Mais alors moi je l'ai pas lu en fait. Bah on me l'a fait lire quand j'étais au lycée. D'accord. C'est plus... Ouais. J'ai plus un souvenir du coup franc parce que je l'ai pas relu depuis. D'accord. Mais donc c'est sous le communisme chinois. Des jeunes sont envoyés à la campagne pour travailler. Et ils trouvent dans une malle plein de livres français, notamment beaucoup de Balzac. Et c'est comment ils vont sortir en gros de leurs conditions d'esclaves, en gros, à travers la littérature française. Et donc il y a du Balzac, il y a du Dumas. Et donc c'est vraiment moi ce que j'aimais bien, c'était justement qu'il parle d'Edmond Dantès et tu verras que j'ai bien lu 2 paragraphes parce que quand il dit « Quand l'abbé enfermé dans le cachot de misère d'Edmond lui révéla le secret de l'immense trésor caché sur l'île de Monte Cristo et l'aida à s'évader, la lumière de l'aube pénétra notre chambre par les crevasses des murs, accompagnée du gazouillis matinal des alouettes, des tourterelles et des pinsons. » Donc, au moment où Edmond Dantès va s'évader, eux-mêmes sont enfermés et tu as le délabrement de leur logement qui laisse passer la lumière. Donc, ils ont lu toute la nuit. C'est beau, Mais c'est pas la lumière passe par la fenêtre, par les crevasses. Donc, t'as ces gens qui lisent Edmond Dantès dans un cachot, en gros. C'est ça que j'aimais bien dans cet extrait. C'est chouette. Et puisqu'on parlait de lecture, en gros, c'est un personnage qui lit à un vieux paysan, je crois, le comte de Monte Cristo, alors qu'au début, le vieux paysan était réfractaire à l'idée qu'il y ait des livres qui circulent. Voilà. Donc voilà, c'était... Je me suis vraiment replongée dedans en me disant, bon, je vais peut-être trouver des choses. Et j'ai pas été déçue. En fait, j'ai pas été déçue de ce passage. Ça me donne envie de le lire. Bah si. Vu qu'il est là. Je peux. Ah bah oui, je peux te prêter, y a pas de problème. Ah oui, on a oublié de vous dire, donc bien sûr, donc merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous joindre comment ? Par mail. noslanguesdanstonoreille@gmail.com. Exactement. N'oubliez pas les accords, le pluriel, etc. Mais c'est comme notre titre, vous le copiez, vous enlevez les espaces et c'est bon. Sur Twitter. NLDTO pod. Nouveauté. On vient de créer, qu'on va publier en même temps que l'épisode, une page Facebook. Donc là... Lâchez-vous, oui. Enfin, en tout cas, likez la page. Et notez-nous sur Apple Podcast ou iTunes. Enfin, voilà. Je sais que c'est relou, parfois, on n'a pas de compte, etc. Je comprends tout à fait. Nous-mêmes, on n'a pas tous les deux un compte iTunes. On en a un pour le podcast. Mais ça aide vraiment, en fait, à nous faire gagner en audience. Donc, si vous avez envie de faire ce petit effort en plus... et de nous mettre une note, une évaluation, de manière à ce que l'algorithme d'Apple se dise « Ah, peut-être qu'on va le montrer à des gens qui les connaissent pas perso ». Donc ça, c'est bien. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que pour nos langues dans ton oreille, le bouche à oreille, c'est primordial. Voilà. Donc, merci d'avance. Merci déjà pour tous vos retours. Et à la prochaine fois. Des bisous. Et peut-être aussi des léchouilles. Des léchouilles dans vos oreilles. Voilà. Ah oui, et la semaine prochaine, vu le festival d'Angoulême vient de se terminer... on pourra aborder la bande dessinée et le roman graphique. Oui, voilà, on va dire ça. Pas les comics, pas les mangas, mais tout le reste. Voilà.